Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Strong Stratégie dans lequel on va essayer d'aborder une nouvelle thématique un petit peu différente. On va aborder quelque chose qui est très orienté sur la programmation en force athlétique, mais ça pourra s'appliquer aussi un petit peu au streetlifting. Ça va être la question de la priorisation d'un mouvement par rapport à un autre ou à deux autres, par exemple dans le cas de la force athlétique. On va essayer de discuter un petit peu si c'est possible déjà, d'essayer de savoir si la priorisation d'un mouvement est quelque chose qu'on peut faire dans un sport où les trois mouvements ont la même importance. Il n'y a pas de coefficient, même si certains mouvements effectivement construisent plus le total que d'autres. Et on va essayer de voir si c'est possible, quelles sont les stratégies qu'on peut adopter, comment on peut faire, ce qu'on peut vous conseiller, si on peut déjà l'avoir expérimenté personnellement ou avec nos athlètes. Donc on va commencer un petit peu comme d'habitude. Maintenant vous connaissez le format, on va partir sur une discussion assez libre. Et moi je vais commencer avec une question directement à vous deux les gars. Est-ce qu'on peut prioriser un mouvement, prenons le cas de la force athlétique pour que ça soit un cas générique, mais est-ce que selon vous on peut vraiment prioriser un mouvement? Alors, moi je pense que oui, complètement. Après, ça va dépendre du contexte, du pourquoi, du comment, etc. Il faut toujours savoir justifier un petit peu nos choix de programmation. Mais c'est comme tout en fait. On a un certain nombre de ressources qu'on peut allouer à différents endroits. Et si on pense que c'est nécessaire d'en allouer plus sur un mouvement que sur un autre, ça peut totalement se faire. Et derrière, ce mouvement-là va progresser en priorité par rapport aux autres. Donc, je ne sais pas, je dis une bêtise, si sur 3 mouvements, tout combiné, on va pouvoir faire une 40-50aine de séries sur la semaine, eh ben, peut-être qu'au lieu de faire une répartition un tiers, un tiers, un tiers, on va peut-être faire une répartition différente avec un demi, un quart, un quart, par exemple. Et toi Romain, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord avec Soulé. Je sais que tu vas avoir un avis peut-être un peu mitigé. Bon, de toute façon, on va en discuter juste après, mais je pense qu'effectivement, ça peut se faire. Il y a éventuellement des choix stratégiques à faire quand on sent que, par exemple, un mouvement a tendance à être un peu à la traîne par rapport à un autre. Surtout dans une optique compétitive en fait, ou par exemple pour reprendre l'exemple du streetlifting, je trouve qu'il est assez parlant, mais peut-être que c'est plus intéressant de prioriser un peu son squat par rapport à son muscle up, étant donné que bon, le muscle up, avant de se lester à 90 kg et mettre 40 kg d'avance sur le total grâce à son muscle up, il va falloir se lever tôt, alors que sur le squat ça peut assez facilement se faire. Avec une bonne programmation, je pense qu'en power, l'équilibre est peut-être un peu plus comment, horizontal, mais pardon. Je disais, c'est mieux réparti, ouais. Ouais, c'est ça, mais je pense que bon, forcément, je prends un exemple pareil qui est un peu extrême, mais si on pense à l'archétype du deadlift spécialiste, tu te doutes qu'il y aura quand même plus de kilos potentiellement à prendre sur le terre que sur le bench. Et au contraire, peut-être qu'un deadlift spécialiste, au contraire, il a des leviers pour lesquels c'est très intuitif de tirer sur du terre, et peut-être que sur le bench, il sait pas du tout se placer, et que, je sais pas, il est moins concentré, etc., et que ça peut être intéressant. Par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais s'il a un deadlift à, disons, 250 et qu'il a un développé couché à peut-être 90 kg, ça peut valoir le coup de se focaliser peut-être un peu plus sur le développé couché pour essayer de gratter des kilos faciles, parce qu'on est en droit de se dire qu'avec un terre à 250, même s'il n'y a pas forcément d'équilibre entre les différents mouvements, peut-être qu'il y a des kilos qui seraient plus faciles à gratter que de passer, par exemple, ce serait peut-être plus facile de passer de 90 à 100 ou 110 que de 250 à 270, quoi. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, mais ça m'amène un peu à la deuxième question. D'ailleurs, peut-être que je vais amener un peu de nuance là-dessus, mais est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui est durable? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que prioriser un mouvement, est-ce que ça le fait vraiment évoluer? Ou est-ce que c'est pas, on en parlait un peu en off avec Romain, mais est-ce que c'est pas parfois une illusion de progrès? C'est-à-dire, je prends un exemple très très classique, hein, mais je sais que ça avait fait pas mal débat. J'ai écouté une vidéo de Joey Flex là-dessus, sur le small off en fait. Le small off, par exemple, appliqué au squat, où on met toutes ses ressources sur le squat. Et souvent, ce qui était rapporté, c'est bon, déjà, si vous terminez le small off, bravo, hein, si vous n'êtes pas en PLS complètement, c'est que vous êtes fait en titane. Mais des athlètes qui progressaient à fond sur le squat, résultat, le dead parfois était un peu laissé de côté. Et en fait, cette grosse priorisation sur le mouvement, elle s'estompait. C'est-à-dire qu'il y avait un PR qui sortait en général post-small off, en fait, un gros PR.
et en fait retour à la baseline une fois qu'on arrête de faire ce volume-là. Donc je me demande, est-ce que vous, en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer parfois en priorisant un mouvement, une sorte de retour un peu à la ligne de base sans qu'il y ait eu de progrès durable? Moi, justement, c'est plutôt l'inverse. De manière générale, j'ai dû le faire quelques fois, je pense peut-être entre 5 et 10 fois pour pas dire de bêtises. Et justement, la priorisation, en fait, fait que le mouvement en question va progresser. Donc, si on prend l'exemple du terre, c'est le terre qui va rajouter, je sais pas, entre 5 et 20 kilos sur la période donnée. Et lors du retour à la répartition initiale, bien un petit peu modifiée, du coup, puisque cette répartition de base, c'est ça qui a mené à ce fameux déséquilibre. Donc, potentiellement aussi, on peut se dire qu'on peut modifier la répartition de base afin d'avoir des progrès plus durables, comme tu le dis. Mais oui, le fait d'avoir progressé sur ce mouvement-là, on a encaissé un certain volume et une certaine intensité pour pouvoir faire progresser le mouvement vraiment beaucoup. Mais le fait de revenir à un stress un petit peu moins important, un volume un petit peu moins important, etc., ça ne veut pas dire qu'on va régresser. Régresser, il faut vraiment complètement délaisser le mouvement. Et un stress assez peu significatif, donc sur la fourchette basse des recommandations dont on avait parlé sur un précédent podcast, par exemple, ça va permettre de conserver le mouvement, voire peut-être de continuer à gratter un petit peu. Donc non, on n'est pas du tout sur un aspect de régression et de retour à la baseline. On est vraiment sur du progrès durable pour le coup. Moi, je serais un peu plus mitigé que toi, Soulé. Je pense que dans certains cas, ça peut vraiment dépendre. Dans le sens où, par exemple, sur un squat, pour reprendre l'exemple du Smolov, je pense que quand t'as une bonne dynamique, et surtout quand t'as un bon niveau, en fait, que t'as accumulé de la confiance, etc., ou en fait, je parlais du squat, mais peut-être que le deadlift, ça sera plus parlant. Si t'as tendance à avoir une répartition, ou peut-être que tu priorises le deadlift au début de tes séances, etc., en tout cas, que t'essaies de tout faire pour mettre en avant ce mouvement, que tu as le volume adéquat, etc. Je pense que tu peux aussi construire une certaine dose de confiance qui fait que, en plus, à haut niveau, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais avec des pratiquants qui sont beaucoup plus avancés, on peut plus facilement observer des régressions ou des stagnations, même légères, tu vois, par phase. Donc, par exemple, pas forcément une régression durable, mais sur une phase où, je sais pas, peut-être pendant 2 mois, après un très bon bloc, on est moins bon. Malgré ce qu'on essaye de faire, on peut avoir une baseline qui est peut-être un peu moins bonne que ce qui était prévu. Et je pense que aussi le truc d'une prog de spécialisation, c'est que quand on se met vraiment le focus sur un mouvement parmi d'autres, et qu'après on essaie de repasser sur autre chose, si on n'arrive pas à garder forcément les acquis de ce qu'on a fait, enfin ça peut aussi... je pense pas qu'on perde tout, mais je pense que si on se débrouille mal, on peut en perdre une bonne partie, quoi. Et c'est pour ça... Non, je le dirai après. C'est pour ça que le Père Noël est passé. Le Père Noël est passé, mais on verra ça en fin de podcast. On en parlera. Mais oui, je suis d'accord aussi. Il faut nuancer un petit peu les propos et c'est pas à chaque fois qu'on va spécialiser qu'on va garder 100% des acquis. Mais je pense quand même que dans la grande majorité, l'écrasante majorité des cas, on sera de retour à une baseline supérieure à ce qu'on avait au départ. Et d'ailleurs, je pense que là-dessus, il y a des exemples assez parlants. Toi, t'as fait ça récemment au bench, je crois. Enfin, c'est récemment, ça date de quelques mois maintenant, mais t'as fait une prépa un peu bench only pendant quelques temps, et finalement, ça s'est bien conclu. Et bon, après, il y a des aléas qui ont fait que t'as pas pu te nourrir comme tu voulais, etc. Ce qui fait que... Ouais, c'est un exemple un peu particulier, mais si on met de côté les aléas, comme tu dis, je pense que les progrès étaient assez durables et que potentiellement j'avais peut-être perdu 2,5 ou 5 kilos sur le moyen terme. Mais concrètement, je pense que c'est l'après qui n'a pas été géré bien. Et si on avait fait les choses différemment, bon, avec des si on refait le monde, mais si on avait fait les choses différemment, je pense que j'aurais pu garder 100% des acquis et continuer sur ma lancée. Est-ce que tu as un autre exemple du coup que tu pourrais prendre, ou je sais pas, peut-être, je crois qu'à un moment tu t'étais spécialisé un peu sur le terre, c'est plus vieux. Sur le terre. Ouais, c'est plus vieux. On pouvait pas squatter en fait. C'était plus ouais, c'est ça en fait. C'était pas forcément voulu, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans cet exemple-là. Enfin, j'en ai plusieurs et moi-même j'en ai fait partie, tu vois. Où t'as. C'est une spécialisation forcée. C'est ça, ouais. C'est si tu vois dans mon exemple, mon propre exemple en fait, où j'étais blessé au squat et au terre et je pouvais
pas en faire comme j'aurais voulu, ce qui fait que bon bah nécessairement tout l'influx que t'as, si tu veux, quand t'as fait 3 séries sub 6 avec 4 reps, t'aurais pu faire 18 reps de plus si t'avais pas mal, bah forcément sur le bench ça laisse plus de place et tu peux forcément en enquiller plus, tu vois, t'as moins de fatigue, t'arrives sur ton mouvement en étant plus frais, tu peux peut-être en faire plus souvent, en faire plus et après tu peux maintenir ses acquis quoi. Ouais, c'est ça. Bah, on a 100%, pas 100%, mais la grande majorité des ressources qui sont disponibles pour le mouvement qu'on veut débloquer. Et en fait, clairement, il faut garder en tête que par la suite, on n'aura pas autant de ressources puisqu'on va se focus sur les 3 mouvements et qu'on cherchera à progresser en continu. Donc, c'est quelque chose à garder en tête tout au long. On peut chercher, par exemple, à avoir une répartition un petit peu différente. Donc, au lieu de chercher à prioriser chacune des séances, à mettre le mouvement en début de séance à chaque fois, etc., on peut le faire sur 1 ou 2 séances. Et si on cherche à prioriser le deadlift, on met 1 ou 2 jours où on a le deadlift en début de séance. Et à la fin, on cale un SBD en fin de semaine sur lequel on va faire du lourd ou du moyen lourd. Et ça sera fait après du squat assez lourd, après du bench assez lourd. Donc on sera dans des conditions un petit peu plus similaires à ce qu'on aura sur le reste d'une préparation ou bien sur ce qu'on aura en compétition. Et c'est bien de garder un pied sur la réalité aussi, ouais. Et je pense aussi qu'il y a un truc qui est pas forcément qui est pas forcément hyper intuitif, c'est que par exemple, tu vois, prioriser le terre un peu au détriment du squat, je pense que les gens peuvent facilement le comprendre parce que t'as des groupes musculaires qui sont mis en jeu, qui sont assez similaires, etc. Alors que prioriser le bench un peu au détriment des 2 autres mouvements, tu vois, je pense que c'est un peu plus difficile à comprendre. Et en fait, je pense que à ce moment-là, effectivement, il faut pas du tout parler de fatigue des groupes musculaires parce que bon, c'est presque pas du tout la même chose. Même si bon, en power, forcément, t'essaies d'utiliser le maximum de muscles possible pour développer la charge. On sera quand même d'accord pour dire que au squat et au deadlift, bon, tes pectoraux, tes triceps sont assez peu actifs, quoi. Alors qu'au bench c'est le cas. Et je pense que justement le fait de reculer un peu de diminuer un petit peu le squat et le terre, ça peut donner un énorme avantage justement sur le bench pendant un temps, et que en fait c'est lié justement aux ressources, à l'énergie que ça nous prend. Donc après ça peut être également aussi lié aux assistances, etc., où on se dit ouais mais je fais des tractions, ça va pas empiéter sur mon bench, etc. Directement ça va pas empiéter parce que les groupes musculaires mis en jeu sont pas les mêmes, etc., mais en termes d'influx, en termes d'énergie, c'est drastiquement c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut peut-être un peu tester pour le comprendre, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, surtout au début, qui sont assez à l'aise sur le soulevé de terre et le squat, parce que à partir du moment où t'as compris qu'il fallait mettre la barre un peu basse sur le terre, que t'arrives un petit peu à brace et que t'as une nouvelle ceinture, ton squat il peut monter rapidement, alors que le développé couché souvent c'est un peu plus compliqué, il y a besoin de plus de volume, il y a besoin de plus de technique, c'est un mouvement qui est moins intuitif, et je pense que parfois pour certaines personnes passer par une phase de spécialisation ça peut être super bénéfique pour la suite de leur progrès, quoi. C'est ça, que ce soit en termes de développement et d'adaptation pure ou en termes de technique, de perfectionnement, de placement, il y a vraiment de gros intérêts à passer par une phase de spécialisation ou une phase de priorisation. Et clairement, c'est sous-coté, puisqu'on voit des totaux qui... En fait, de manière générale, c'est très rare d'avoir un athlète qui est bon partout. Quand je dis qu'il est bon partout, je ne dis pas par rapport aux autres, je dis par rapport à lui-même. Donc un athlète qui va être intermédiaire, qui va avoir, 180 au squat, 220 au soulevé de terre, régulièrement, on va voir que c'est un athlète qui a 110, 120 au coucher et qui ne sait pas trop pourquoi. Et puis voilà, alors qu'un athlète comme ça, qui est... oui. un athlète comme ça, il pourra chercher à prioriser son bench, chercher à faire rattraper un petit peu son bench, comme on l'a dit précédemment, c'est des kilos gratuits en plus sur le total. Et derrière, on va avoir un athlète beaucoup plus complet. Et c'est ça en fait qu'on recherche aussi dans notre sport. On a tendance à l'oublier parfois. Mais la force, c'est 3 mouvements, et si on veut vraiment performer au mieux de notre potentiel, en fait, sans forcément vouloir se comparer aux autres, on sur les 3 mouvements, c'est comme ça. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose que tu as dit qui était intéressant, c'est que quand tu regardes à l'international, généralement, enfin c'est assez rare en tout cas, de voir quelqu'un qui est... En tout cas, c'est mon impression, mais par rapport à des athlètes un peu intermédiaires, c'est assez rare de voir des athlètes qui sont pas...
au minimum bons sur les 3 mouvements, tu vois. Il peut y avoir des mouvements qui sont un peu au-delà des autres, etc. Mais j'ai l'impression que à niveau intermédiaire, ça se voit beaucoup plus, où ça peut être très fréquent de voir un gars qui a un terre à 290 et un squat à 190, par exemple, ou l'inverse, un squat à 250, un terre à 300 et un bench à 110. Et justement, parfois on se rend pas compte que en fait ce petit truc là, c'est 50 kilos qui manquent quelque part, et qui potentiellement sont plus faciles à aller chercher. C'est ce qui sépare un athlète intermédiaire d'un athlète de haut niveau en fait, au niveau du classement, etc. Parce que 50 kilos sur un total, ça peut faire un truc monstrueux. Ouais, c'est ça. Alors, à 50 kilos, on passe d'un minima France à un minima monde. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord. Mais justement, ça amène un peu à la deuxième question que je voulais aborder avec vous, parce que je pense on s'accorde en tout cas sur le fait que la spécialisation, c'est une bonne idée. Si on sait ce qu'on fait et on fait pas ça un peu au hasard parce que... ouais, c'est ça, parce que c'est la mode ou parce que d'un coup on a envie d'avoir un gros bench avant l'été ou... Ouais, voilà, c'est ça. C'est que si ça fait partie d'une stratégie qui est bien réfléchie, mais ça m'amène un peu sur la deuxième question que je voulais vous poser. Qui doit faire des profs de spé, c'est-à-dire qui doit à un moment donné qui doit se spécialiser et à partir de quand vous estimez qu'un athlète entre guillemets a le niveau, je dis entre guillemets parce que c'est très subjectif, mais à partir de quel niveau on peut estimer peut-être qu'on a besoin de se spécialiser un petit peu et que les lifts entre eux peuvent se gêner un peu. Je t'en prie, Soulé. C'est une question qui englobe beaucoup de facteurs en fait à prendre en compte. La première chose, c'est le moment de la saison, à quel moment on est. Est-ce qu'il y a des compétitions proches ou non? Parce que si on est à 6 semaines d'une échéance, est-ce que ça vaut le coup de prioriser un mouvement et de ne pas faire tous les 2 autres mouvements? Je pense qu'on va tous s'accorder sur le fait que non. C'est trop risqué. Les bénéfices d'un picking vont sûrement rajouter plus de kilos sur le total qu'une potentielle phase de spécialisation sur 6 semaines. C'est sûr. Donc voilà, premier élément à prendre en compte, c'est la saisonnalité. Le deuxième élément à prendre en compte, ce serait le mouvement en question. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais moi, de mon point de vue, je pense que le deadlift est plus important que les 2 autres mouvements. Donc je m'explique. C'est pas une question de beauté du mouvement ou d'appréciation personnelle ou quoi, c'est une question stratégique. En compétition, le deadlifter est avantagé, c'est indéniable. Parce que le deadlifter, celui qui va tirer le plus lourd de sa compétition, il va tirer en dernier. Et celui qui tire en dernier, il a juste à mettre 2,5 kg en plus sur le total que son adversaire a, et il gagne. Donc c'est un avantage colossal. Et j'aurais tendance à dire que quelqu'un qui a un soulevé de terre en retard sur ces 2 autres mouvements, il perd plus que quelqu'un qui a l'un de ces 2 autres mouvements en arrière. Bon. Parce qu'il y a les pertes de kilos sur le total, mais il y a aussi la perte stratégique. Bon, là, je pense qu'aussi, du coup, Soulé, tu t'adresses plutôt à des athlètes inter qui ont déjà un très bon niveau, parce que, bon, je pense que tu seras d'accord avec moi pour... Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à des athlètes qui... En fait, si tu veux, l'avantage stratégique, il peut commencer à jouer à partir du moment où les totaux sont serrés, en fait. C'est surtout ça que je voulais dire. Parce que à partir du moment où t'as un athlète qui est peut-être un peu désavantagé au soulevé de terre, mais on sait que, de toute manière, il va finir 30 kilos devant tout le monde... Oui, certes, mais tu vois, je veux dire, on n'est pas à l'abri. Il y a de plus en plus de compétitions qui sont organisées. On a des coupes de la Ligue, on a des Open, on a des trucs comme ça. Au final, même si les totaux ne sont pas incroyablement élevés, je pense que tout le monde est d'accord et pour dire que quand tu vas en compétition, peu importe ton niveau, tu peux te classer le plus haut possible. Ouais, c'est sûr. Donc c'est carrément un facteur à prendre en compte, selon moi, peu importe le niveau. Ouais, et puis le deadlift, tu pars quand même, enfin je veux dire, tu pars quand même sur un peu, entre guillemets, souvent le mouvement sur lequel tu vas le plus te hyper, sur lequel les conditions de compétition peuvent aussi te booster un peu en termes de perf. Et il y a un côté, voilà, le max out au deadlift, enfin j'ai l'impression, je rejoins Soulé, que le deadlift c'est un peu une arme facile, entre guillemets, pour monter le total aussi. C'est-à-dire que ton coucher, tu peux le faire progresser, mais par le mouvement en lui-même, t'es limité, c'est-à-dire que tu vois, t'es sur un lift qui est très masse musculaire dépendant, on sait que la masse musculaire ça met beaucoup de temps à se construire et ainsi de suite. Un dead pour quelqu'un, je pense d'autant plus pour un athlète qui est pas technique par exemple au dead, le faire se spécialiser un peu au dead, en général il peut sortir quelque chose très... Enfin je trouve qu'en termes d'investissement, en termes de rentabilité, il y a possibilité de sortir quelque chose d'assez rentable assez vite en fait. Ok. Moi, enfin, je sais pas où est-ce que tu voulais continuer, Soulé, j'imagine. Non, vas-y,
je peux, après je reprendrai ici, quoi. J'allais dire que pour moi, il y a aussi un aspect qui est hyper important. Enfin, déjà, déjà, il y a deux aspects. Et après, je te laisserai continuer, Soulé, si t'es d'accord. C'est d'abord l'aspect, pour moi, l'aspect, en fait, l'asymétrie au niveau du total, tu vois. Si toi-même, en fait, t'as vraiment l'impression que t'as un livre qui est extrêmement derrière les autres, donc là, pour le coup, ça peut être assez subjectif. Je sais pas si on pourrait avoir une formule plus objectif justement pour pouvoir juger de cet écart, mais je pense qu'il y a quelque chose qui, bon, quand on remarque qu'il y a vraiment un mouvement qui est à la traîne, ça peut être quelque chose qui est envisageable. Ça, c'est une première chose. Et je pense que pour moi, il y a aussi l'aspect technique en fait, dans le sens où la phase de spécialisation va permettre d'améliorer un petit peu sa technique, mais si on part du principe que la phase de spécialisation, par exemple, et il y a des chances que ça soit le cas, se traduise par plus d'intensité, plus de volume, etc., il faut quand même déjà avoir une technique qui soit viable. Parce que si on a une technique qui est pas du tout potable et qu'il y a encore matière à l'améliorer, peut-être que c'est pas encore le moment pour se spécialiser, et peut-être que tout simplement, je pense à des athlètes débutants, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il faut peut-être pas se spécialiser direct, où je pense que déjà peut-être faire 3-4 bench dans la semaine juste pour imprimer un peu un pattern, même si le volume est pas forcément hyper important, ça peut être assez décisif dans la manière de programmer. Et à l'issue de ça, si on voit que vraiment il y a toujours il y a un historique assez conséquent sur le mouvement et il y a une technique qui est déjà suffisante en tout cas pour se mettre plus ou moins à l'abri des blessures et tolérer un certain stress, je pense qu'à partir de là on peut envisager de laisser un peu plus de lâcher un peu plus les chevaux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je veux bien rajouter quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, les gars, mais la spécialisation aussi, quand est-ce qu'il faut se spécialiser? Moi, j'ai une réponse aussi qui est un peu simple, hein, mais quand un mouvement stagne. C'est-à-dire, si tu vois que tes deux mouvements continuent à avancer, typiquement un squat et un terre qui continuent d'avancer, et que ton bench, tu sens rien dessus depuis un petit temps, bah, tu perds pas grand-chose, entre guillemets, à tester une spécialisation. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu pareil. Moi, je vois toujours la spécialisation, moi, je vois ça comme un pari. Et si le pari est intéressant pour toi, moi je le prendrais ce pari. Alors moi je suis assez mitigé sur le sujet, enfin je pense qu'il y a comment cet argument se défend assez bien, mais je pense qu'il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est que par exemple, dans le cas je vais prendre l'exemple typique qui va complètement dans ton sens, enfin contre toi, mais bon évidemment il y en a plein d'autres il y a plein d'autres scénarios qui sont possibles. Mais je me dis dans l'hypothèse où t'as un deadlift et un squat qui progressent très bien, mais t'es obligé de mettre beaucoup d'influx pour que ça progresse, mais il progresse très bien, je pense que les ralentir au risque de limiter cette progression juste pour faire avancer le bench, peut-être que c'est pas un pari viable sur le total, tu vois. Je pense qu'il faut déjà peut-être soit se dire que t'as des lifts qui progressent suffisamment bien sans avoir besoin d'en faire beaucoup, soit être arrivé à une certaine maturité où tu sens que peut-être que tu te dis que en te spécialisant énormément sur les autres mouvements, t'aurais peut-être à gagner, mais qu'en tout cas en continuant à pousser comme ça, les progrès seront relativement lents, alors que peut-être que sur une phase donnée, en focalisant plus sur un mouvement, tu pourrais gagner plus, quoi. Ouais, je suis d'accord en fait, et c'est un truc à prendre en compte aussi, c'est, comme tu l'as dit, tu l'as pas dit mot pour mot, mais je veux le mettre en avant, c'est si on doit ralentir deux mouvements pour en faire progresser un, ça vaut peut-être pas le coup. Bah, encore une fois, ça dépend du ratio, je pense, ça dépend vraiment du nombre de kilos que tu peux gagner. Oui, mais voilà, je veux dire, que ce soit pour le squat, le bench ou le terre, ralentir deux mouvements pour en faire progresser un, sachant qu'on progresse sur les deux autres, là ça vaut peut-être pas le coup. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, sur l'exemple du bench, et sur d'autres mouvements, mais ça s'applique particulièrement au bench, c'est peut-être pas nécessaire de passer par une spécialisation à proprement parler, quand on pourrait simplement rajouter du volume c'est ça. sur le mouvement, sachant que c'est pas trop que l'un n'impacte pas forcément l'autre. Ça peut se faire comme ça aussi. Ouais, mais justement là-dessus, tu me facilites la transition. J'allais te dire, est-ce que la spécialisation, ça dépend pas aussi beaucoup des interférences de l'athlète? Je m'explique. J'avais écouté Chance Mitchell qui expliquait qu'il a une approche où il a un gros volume sur le squat. Il squatte souvent avec squat avec un haut volume, haute fréquence, belt squat et avec un volume au terre vraiment minime parce qu'en fait ça l'empêcherait de faire plus de squat. Et je me dis, est-ce que la spécialisation c'est pas d'autant plus intéressant quand on a des athlètes, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui squatte avec quasiment son inclinaison de buste qui est proche d'un soulevé de terre.
Est-ce que là, il n'y a pas intérêt justement à jouer stratégique parfois et de se dire peut-être d'en reculer un ou de reculer voilà, un des deux qui potentiellement crée beaucoup de fatigue pour laisser l'autre prendre un peu de chemin ou en tout cas faire un petit peu son propre parcours, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains profils, évidemment ça encore une fois c'est une observation, j'ai l'impression qu'il y a des profils chez lesquels le squat et le terre sont peu corrélés en termes de fatigue, et donc résultat en fait bon, peu importe de ce spé, parce que finalement chaque lift a un peu sa courbe de fatigue. Ouais, c'est ça. Et j'ai des athlètes aussi, je pense notamment à des athlètes qui ont tendance à pas être du tout gifted pour faire du squat, qui vont avoir tendance par exemple à avoir un squat qui est très en hanche, qui est très typiquement voilà, le gars longiligne qui squatte ultra penché et qui résultat en fait fait déjà un terre avant de faire son terre, quoi. Ouais. Voilà, le gars, encore pire, je me dis quelqu'un voilà, qui tirerait en tradi, tu vois, qui tire beaucoup avec les lombaires et qui se met à squatter très très penché. Je me dis, est-ce que parfois c'est pas l'athlète qui justement lui a parfois besoin d'être un peu stratégique, quoi, dans son approche. Ouais, après je pense que pour ce genre de profil-là, qui ont tendance à faire des séances SBD, peut-être que ça peut déjà être intéressant de chercher à séparer les lifts, tu vois, pour pas arriver après 2 heures d'entraînement sur un mouvement où t'es déjà un petit peu cuit. On essaye beaucoup, tu sais, forcément les séances SBD, tu vois, c'est le truc du power, tu vois, c'est un peu l'initiation pour rentrer dans le clan. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie pas mal, c'est que quand on te demande de faire une compétition, on va pas te demander de taper un volume monstrueux avant de passer sur le plateau. Et clairement, pour l'exemple que tu cites, si t'as, je sais pas, 6 à 7 séries de squats, ou même peut-être 3-4 séries, mais avec des intervalles de reps qui sont assez hauts, des RPE hauts, t'arrives sur le deadlift, t'as déjà, je sais pas, t'as peut-être 1h30, 2 heures de séance dans les pattes, et t'as le bas du dos qui est complètement cuit. Bon bah tu te doutes que tu vas peut-être pas être au meilleur de ta forme, alors que peut-être que si tu l'avais fait le lendemain, une nuit de sommeil ça peut tout changer, tu vois. Ouais, clairement. Bah, ça, je pense aussi à autre chose. Je pense par exemple à des athlètes, je prends un exemple, mais qui ont tendance à avoir une stance aussi qui est très proche. Par exemple, quelqu'un qui va squatter très très wide, tu vois, et quelqu'un qui fait du sumo. Bah pareil, je pense que parfois il y a un carry-over, enfin potentiel, mais qui parfois crée aussi beaucoup de fatigue. Et je pense que chez certains athlètes, en tout cas, la spécialisation sur un certain temps peut avoir un bénéfice, notamment si justement s'il y a une interférence forte qui fait que bah, par exemple ton terre il est toujours c'est quelque chose que je vois aussi, c'est un peu le problème des séances SBD, c'est que si tu fais toujours ton terre un peu à la fin, si c'est le lift sur lequel tu arrives déjà tout le temps fatigué, si tu vois qu'il avance pas des masses, bah en fait ouais, il y a peut-être un sujet, quoi. Mais le bench, ça peut être aussi un peu le cas, parce que il y a beaucoup d'athlètes qui font toujours du bench aussi après du squat ou après du terre, et résultat, en fait, bah, il n'y a jamais une séance qui commence par le bench, et résultat où en fait, il pourrait être un peu entre guillemets frais sur le bench et pouvoir performer dessus. Et ça, je sais que moi, j'en ai fait beaucoup les frais aussi, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est un truc, sur mon squat et sur mon terre, je laissais beaucoup de ressources, et en fait, c'est pas que j'avais pas envie de faire mon bench, mais c'est qu'arrivé sur mon bench, bah, j'arrive pas à me placer comme je veux, parce que j'ai la chaîne poste qui est complètement congestionnée, parce que bah, je suis fatigué, parce que j'ai envie de passer à autre chose. Voilà. Ouais, c'est ça. Il suffit qu'en plus tu sois pas hyper... Vas-y, je t'en prie. Non, il y a la composante temps aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis, encore une fois, il suffit que, en plus d'être congestionné, etc., tu sois pas forcément hyper confiant sur le lift. Tu te dis, bon, allez, on expédie et on va au terre, quoi. Il y a un peu de ça aussi. Ouais, complètement. T'avais quelque chose à rajouter, Soulé ? Non, je pensais, en fait, parce que ça me touche beaucoup, ce sujet. Et ouais, je suis ému, limite, là. Avec mon deadlift qui a disparu depuis 2019, mais on va bosser là-dessus et on sait sur quoi on va partir, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, bah, sinon, en parlant de Père Noël comme on en avait parlé au début, en fait on vous a fait un cadeau. On a préparé des programmations de spécialistes, donc c'est des programmations personnalisables en fonction de vous. On peut tout personnaliser, on peut personnaliser le volume, la fréquence, les exercices d'assistance. On a un guide qui explique tout ce qu'il faut, tout parfaitement. Et du coup, ce sera des programmes qui sont disponibles sur notre site internet. Là, au moment où vous écoutez ce podcast-là, ils sont déjà disponibles sur notre site internet. Donc, vous pouvez choisir de vous spécialiser au squat, au bench ou au terre. Et en fait, je dis que c'est un cadeau parce que pour le prix, vous trouverez jamais mieux. C'est ça le truc. Tu souris, Roman, mais... Non, c'est vrai, je suis...
J'essaye même pas de vendre, en fait, je parle avec mon cœur là, parce que c'est des petits bébés ces programmes. Et pour une petite cinquantaine d'euros, en fait, on arrive à débloquer complètement une progression et à prendre un tournant différent dans sa carrière sportive, en fait. Ouais, Donc, et le ratio coût-bénéfice est incroyable. Et je pense avoir vu ça nulle part. Donc c'est pour ça que je l'accentue. Et je pense aussi que pour beaucoup de personnes, on sous-estime aussi l'impact mental que peut avoir la performance. Et je pense que le fait de prendre un peu d'élan sur une prog de spécialisation, de prioriser un mouvement, et pour ensuite le réintégrer dans son SBD, on peut justement maintenir une certaine dynamique qui fait que, par exemple, le bench est ta bête noire, peut-être, mais il suffit que tu aies pris 5-10 kilos en 2 blocs, et tu te dis, c'est bon en fait, je me sens beaucoup mieux, et en fait, ça continue, et là t'es sur la pente ascendante et tu t'arrêtes plus, quoi. Justement, je voulais conclure un peu cet échange là-dessus sur finalement, c'est difficile. J'allais vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour prioriser les mouvements? Mais en fait, c'est qu'il y a tellement de choses à faire en même temps qu'en fait, on s'est dit que plutôt que de donner un peu des choses un peu généralistes, en fait, on s'est basé un peu, je dirais, complètement sur nos athlètes qui ont eux-mêmes parfois eu des stagnations, des régressions, voire des mouvements qui étaient complètement à la traîne, et on a essayé d'en faire un peu un condensé pour éviter d'avoir besoin de faire des tests, en fait. C'est-à-dire que on a des athlètes, et c'est la chance qu'on a aussi avec Strange Strategy, c'est que plus vous avez un pool d'athlètes important, plus vous avez des profils étonnants, et plus vous avez des cas, entre guillemets, de stagnation un peu inédits ou très communs, justement. Et que résultat, vous pouvez un peu trouver des invariants, et on a essayé, avec ces programmations, c'est un peu le cas aussi avec The Ascent, c'est que finalement, on a essayé, selon nous, de mettre les variables les plus importantes pour débloquer un lift au cœur du processus, et que résultat, il y ait juste besoin, entre guillemets, de l'adapter à son profil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette réflexion de se dire quelle est la piste que je vais emprunter pour sortir un petit peu de la stagnation sur un mouvement, parce qu'en fait, ça, on l'a pensé avant. Parce qu'en fait, comme disait Soulé, c'est pas quelque chose qui est commun. Vous allez trouver des programmations, on les connaît tous, les programmations qui sont des programmations tout le temps génériques sur les 3 mouvements. On les connaît tous, ils sont en ligne et ils sont disponibles. Mais le problème, c'est que plus on avance dans sa carrière sportive, plus en fait on a un profil qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on répond toujours évidemment à des généralités, mais il y a aussi on a l'impression que c'est rare de stagner sur un deadlift, par exemple. Sauf que la pratique nous montre bien qu'on a des athlètes qui stagnent sur le deadlift et qui ont besoin parfois de se spécialiser. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver quelque chose de cohérent et qui soit surtout réfléchi avec, je dirais, un peu un plan général, parce que vous allez trouver la routine de Ed Coan pour débloquer votre deadlift, et en fait, à côté de ça, vous savez pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire Ed Coan deadlift, Ed Coan bench et Ed Coan c'est ça. Ou est-ce qu'on peut faire juste Ed Coan deadlift? Et en fait, on s'est dit, on va essayer de mettre ça sous forme de programmation qui peuvent servir vraiment de spécialisation sérieuse et qui répondent à une problématique et qui sont pas là simplement avec une solution un peu sortie de nulle part, mais qui répondent à vos critères et votre profil. Vas-y, j'allais dire justement, c'est ça aussi la force de ces programmations, c'est que en plus d'être très accessibles, elles sont quand même, notamment déjà par le prix, mais aussi par le package, en fait. C'est assez simple à comprendre. Vous pouvez le personnaliser, mais bien sûr il y a une trame qui va être maintenue, c'est-à-dire que c'est personnalisable, mais ça va pas être la foire à la saucisse non plus. On garde un certain cadre. Et oui, je pense que François, il pourra pas faire ce programme. On dit François, il ne faut pas acheter ce programme. Non, pour les gens qui sont autres que François, n'hésitez pas à acheter, ou bien si vous êtes intéressé, que vous hésitez ou quoi, vous pouvez nous laisser un commentaire sous cette vidéo ou bien nous envoyer un message sur Instagram, et puis on vous répondra avec plaisir. Et on pourra vous dire aussi si le programme est fait pour vous ou non, parce qu'il y a aussi... Bien sûr, il y a toujours d'autres alternatives, mais voilà, si jamais vous pensez rentrer dans ces cases-là, vous n'hésitez pas, soit vous achetez directement, soit vous nous envoyez un message, on en discute. On sera ravis de pouvoir vous aider. Dans tous les cas, nous, notre objectif, c'est pas de vous vendre le programme Bench Specialist. Nous, notre objectif, c'est de vous aider à trouver une solution pour votre problème. Donc si votre problème a une solution autre que ce programme-là, on vous le dira aussi. On est totalement transparent là-dessus, il faut le noter. Ouais, parce que l'idée, c'est pas justement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi avec Instagram, avec nos podcasts, c'est de chaque fois comprendre que la solution, elle est personnalisée et personnalisable. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire... c'est là-dessus peut-être la différence un peu avec des programmes un peu, je dirais,
comment dire, super 100 kilos sur ton bench en 12 semaines, c'est pas, la promesse elle est pas là, la promesse elle est sur vous rentrez votre profil, vous mettez vos caractéristiques, j'ai envie de dire, et ça génère une solution qui est adaptée à débloquer ce qui est en train de se passer en fait. Et ça je pense que c'est peut-être un peu le point fort de ce programme, c'est qu'on va pas vous dire voilà, il n'y a pas de solution toute faite, ça va dépendre un peu de ce que vous rentrez comme caractéristique. Et ce qui fait que ce programme, voilà, il est réutilisable si à un moment donné vous voulez vous spécialiser plus tard, vous voulez faire, je sais pas, un petit mois de septembre bench et puis repartir sur une prog de 3 mouvements et puis en janvier vous voulez refaire un petit peu de spé bench, et ben, vous pouvez tout à fait le faire. Et, mais peut-être pas le répéter à l'infini non plus, parce qu'encore une fois, après il risque d'y avoir des lacunes sur d'autres mouvements, et en termes de kilos sur le total, c'est pas ce que vous voulez, quoi. Donc, Et qu'est-ce que, justement, si on peut peut-être le mot de la fin, pour vous les gars, une chose par exemple, dans une prog de spé intéressante, qu'est-ce qu'elle doit avoir et que vous pensez avoir mis, je dirais, au sein de ces programmations qu'on propose désormais? Une chose de bloquer ou se spécialiser dans un mouvement. Soulé, je t'écoute. Je dirais un volume, je vais pas dire important, mais cohérent, donc plus important que ce que vous faisiez dans le passé. Ça, c'est dans la majorité des programmes de spé, c'est important. Il faut au moins un jour sur lequel vous commencez par ce mouvement-là, et potentiellement garder un jour où vous le faites dans l'ordre qui est prévu à la base, pour garder quand même un petit bout de réalité dans votre programme de spécialisation. Et moi, je dirais dans ce cas, ne pas avoir peur de mettre les autres mouvements en retrait. Dans le sens, mettre les autres mouvements en retrait, ça veut pas dire ne pas les travailler. Ça veut dire continuer de les travailler, mais accepter qu'on met une emphase sur les autres mouvements, enfin sur l'autre mouvement, celui qu'on a choisi de spécialiser, et que on peut pas tout avoir en même temps. Ça veut pas dire que tu vas pas progresser sur les 3 mouvements. Ça veut simplement dire que progresser, par exemple, sur le squat, quand on fait une programmation de spécialisation sur le bench, ça peut arriver, évidemment, vous allez continuer à faire du squat, vous allez continuer à avoir une programmation cohérente, donc forcément il y a des adaptations qui vont se faire, mais il faut pas partir du principe que en faisant une prog bench, vous y allez pour améliorer votre squat, etc. Bon, ça me paraît logique, mais je pense que c'est important de se dire aussi que le focus du programme, c'est un mouvement et pas les autres, quoi. Ouais, et puis je pense que voilà, le mot de la fin sera aussi pour dire que l'objectif, ça a été de vous faciliter la réflexion autour de ça. C'est-à-dire que ça a été vraiment, on a essayé de faire quelque chose où on va à l'essentiel, on propose une stratégie et je dirais un plan qui est simple, intelligible, et que surtout ça vous évite de ne pas traiter le problème. C'est-à-dire que normalement, si la prog de spé est adaptée à vous, normalement vous vous spécialisez, normalement vous sortez quelque chose de viable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a testé, quelque chose qu'on a essayé. Ça peut permettre, je pense, à certains athlètes qui sont un peu désespérés, je pense notamment sur certains mouvements qui ne veulent pas monter, ça peut permettre de redonner une dynamique, et je pense que c'est important de se voir progresser pour avoir envie de faire ce sport, tout simplement, parce que si vous faites les 3 mouvements et qu'à chaque fois il y en a un qui traîne et que c'est ce qui vous empêche de monter en niveau ou d'avoir du plaisir dans la séance, on sait que c'est très corrélé à votre niveau avec le mouvement. C'est-à-dire que si votre squat il monte pas, c'est rare d'avoir un grand plaisir à faire du squat. Je veux dire, il y a un peu une boucle. Et donc ces programmes sont spécialisés sur le squat, le bench et le dead, mais pour nos streetlifters, pas d'inquiétude. On va aussi réfléchir. C'est un peu plus touchy parce que chez les streetlifters, il y a vraiment une question de... Il y a une plus grosse variété de mouvements en fait. Et je pense que le côté stratégique, ça vaut peut-être pas le coup encore une fois, ça vaut peut-être pas le coup de se spécialiser sur les muscle-up, quoi. Mais... Ouais, c'est ça. Pour les streetlifters, regardez si on peut laisser une petite clé ici. Et puis aussi, je pense que pour les streetlifters, la grande majorité, ils ont un retard au squat. Donc s'il y a des streetlifters qui sont là, bah, vous n'hésitez pas, vous prenez la prog de spé au squat, et au lieu de faire le bench qui est affiché sur la programmation, bah, vous faites des dips et c'est réglé. Exactement. Un petit mot pour terminer, les gars, ou est-ce qu'on peut s'arrêter ici pour les spécialisations? Je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là. Nous, comme d'habitude, c'est un plaisir de discuter un petit peu, d'avoir des réflexions tous ensemble autour de sujets divers. Si jamais vous avez un sujet que vous aimeriez bien qu'on traite, vous le mettez en commentaire ou en DM. On essaiera de caler ça au plus vite.